Bonjour à tous, nous revoici pour la classe du brevet. On va continuer par le chapitre 13 qui s'appelle « Quand les belles se pondront à nos bras ». L'hiver était arrivé avec 2 ou 3 semaines d'avance. La saison avait dépouillé les arbres et les bouleaux nus exhibaient leur peau très blanche, comme celle de la veuve Pérouse sur la photo de Manuel. Le gel avait planté ses serres dans le sol durci et abattu les tiges des hautes herbes et des feuilles d'automne. Un soleil pâle et sans chaleur traversait en hâte un coin du ciel avant de s'enfuir et d'abandonner la terre à un crépuscule blafard. La bise mordait, l'herbe givrée craquait sous les pas. Les corbeaux taillaient leur vol dans le ciel plombé et piquaient à grands coups d'ailes sur la vallée où traînaient des écharpes de brume. Des fumées presque transparentes montaient des cheminées toutes droites dans l'air figé. Enfin, la pluie succéda au gel. Le vent secouait la forêt gémissante et poussait des giboulées glacés. La verse crépitait sur les capuchons des écoliers et leur fouettait le visage. L'eau écumeuse courait à gros bouillons dans les fossés et les ruisseaux. C'était l'époque où Rémi manquait le plus volontiers la place. Tommy Lefranc étant tombé malade, il se sentait très seul. Il souffrait que l'on n'ait point levé son soupçon de tricherie qui l'accablait. Monsieur Dubon ne lui avait pas rendu sa rédaction ni donné de notes, et ce silence qui se prolongeait semblait un cruel verdict à tous les autres. La grange à copier, voilà tout ce que tout le monde pensait maintenant. Rémi profita de l'occasion pour tousser fort, rouler des yeux hagards et se plaindre de maux de tête qui lui brouillaient l'esprit. Ses parents n'insistèrent pas pour l'envoyer affronter la pluie et le vent pour se rendre à cette école libre en pleine déconfiture, près de fermer sa troisième, peut-être même toutes ses classes complémentaires. Puisque sa mère avait décidé qu'il travaillerait à la maison, pourquoi, lui dit-il, ne pas commencer tout de suite? Elle l'approuvera. Commence quand tu voudras, mon Rémi. Mais n'oublie pas ton concours des postes l'an prochain. Elle avait perdu, avant la naissance de Rémi, 2 enfants en bas âge, une fille à quelques mois, un garçon entre 4 et 5 ans, qu'on disait très intelligent. Rémi ne lui ferait jamais oublier cet aîné, emporté par une méningite et qui savait presque lire avant d'avoir été à l'école. Rémi devait vivre, survivre, enfin, peu importer qu'il fût instruit, peu importer tout le reste, pourvu qu'il ne prenne pas froid. Il passait donc une bonne partie des heures grises de l'hiver dans la cuisine de Verprat, à apprendre de pleines tirades d'Andromaque et des femmes savantes, des règles de grammaire qu'il n'avait pas envie d'appliquer, des dates d'histoire, des chiffres de population, des noms de villes et de fleuves. Il révisa les départements, bien que ce fût plus à la mode, mais qu'est-ce qui pourrait jamais dépasser la poésie des chefs-lieux et des sous-préfectures? Il savait tous les verbes irréguliers de son Carpentier Philippe, le même livre d'anglais qu'au cours complémentaire, dans plus de la moitié des écoles de France, et il les récitait pour le plaisir, pour la musique, pour Madame Lefranc. To dream, dreamed, dreamed, dear Zoé. Les braises rougeoyaient dans la cheminée, une bûche éclatée s'ouvrait comme la gueule d'un crocodile. Ce Carpentier Philippe l'avait toujours effrayé par quelque chose de serré, tassé, touffu et gris. Même les illustrations semblaient crépusculaires, ténébreuses, impénétrables. Pourtant, les caricatures le fascinaient avec cette curieuse mention « By permission of proprietor of Punch ». Monsieur Dubon avait expliqué que le Punch était un fameux journal satirique, pas satirique s'il vous plaît, avec un Y. Rémi retenait sans peine le vocabulaire, mais il se perdait toujours dans les règles de grammaire. Il savait beaucoup de mots, mais il restait maladroit à les atteler ensemble. À l'école, l'anglais l'effrayait au moins autant que la géométrie.
il se persuadait vite qu'il n'avait pas le niveau et qu'il ne l'aurait jamais. Mais au Verprat, il avait moins peur. Le feu, les porcs, l'amitié de son chien Gaspard le rassuraient. Il osa se plonger dans les dessins presque indéchiffrables du manuel et finit par en déchiffrer un. Un jeune garçon, apprenti charpentier, planté devant une meule à aiguiser, tenait à la main une scie d'un air perplexe. Carpenter. Well, boy, have you ground all the tool, or as I told you, while I've been out? Boy. Newly apprenticed. Yes, master, all but this, and so I can't quite get the gaps out of it. Ha ha ha, celui-là, quel réminot! Mais le bonheur d'avoir lu une histoire dans cette langue secrète, l'anglais lui tira les larmes des yeux, à moins que ce soit la fumée. Le facteur Lagrange, un soir de tournée, tendit une lettre à son fils en rigolant. Ça a l'air d'être un mot du fils Lefranc. Tu choisis pas tes amis chez les pauvres, mon Rémi. Tommy avait seulement recopié pour lui un poème de Verlaine, sans titre, sans commentaire. Les hauts talons luttaient avec les longues jupes. Puis deux quatrains et le dernier. Le soir tombé, un soir équivoque d'automne, les belles, cependant rêveuses à nos bras, dirent alors des mots si spécieux tout bas, que notre âme, depuis ce temps, tremble et s'étonne. Rémi lut et relut ces vers une fois, deux fois, trois fois. Il répéta haut talons et longue jupe, col et belle et nuque blanche. Un quart d'heure plus tard, il s'aperçut qu'il savait par cœur les trois quatrains. Les belles, cependant rêveuses à nos bras, dirent qu'il avait pensé à se jeter dans un puits, alors qu'un jour une belle rêveuse se pendrait peut-être à son bras.